Audio Jungle. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est fait, c'est passé. Nous avons passé le cap des 100 premiers jours de l'année 2017. Aujourd'hui, c'est le 100e plus 1, ça fait 101. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. Le seul couple marié seulement pour 95 minutes vous retrouve une fois de plus. Bonjour Eva. Bonjour vous. Ça va bien? Bien. Alors, on a bien quoi? dormi? Vendez-nous la sauce de ce matin. Alors, programme très chargé et du coup très intéressant aujourd'hui. Déjà avec Lassina Ouattara, le technicien de la technologie Matin Bonheur. On parlera, Monsieur, je sais tout. On parlera de smartphone et de comment bien le choisir. Et puis, on aura également notre chronique éducation. Il s'agira d'after work ou je dirais after class. Après les cours, comment se divertir. Et puis finalement, en droit, vous le savez, depuis un certain temps, il est question du droit du travail avec Maître Koneki ou bien. On parlera de catégories socio-professionnelles. On n'oublie pas également tout ce qui rythme les principales manchettes de cette émission. Elle est en train de se chauffer juste à côté, Fatim Djedje. Ce sera dans quelques instants seulement, mais retenez que nous allons avoir aussi besoin de vous tout au long de ce rendez-vous. Connexion internationale oblige. Si vous avez des questions à poser, notamment pour la thématique dans le dernier prolongement de cette émission, vraiment, soyez avec nous. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre afin de faire en sorte que vos questions arrivent à bon port. Mais Eva, on va commencer avec, bien sûr... Avec celle que vous avez présentée, qui est installée. Elle s'appelle Fatim Djedje. Elle passe pour la titrologie. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Le sommet de l'UMOA et la chute du président Gbagbo il y a 5 ans, jour pour jour, domine largement la une de vos journaux, à l'instar de Fraternité Matin, qui titre « Notre monnaie se porte bien ». Ce sont les mots du président Ouattara, à propos, bien sûr, vous l'aurez compris, du franc CFA. En bas de page, on voit le décompte des Jeux de la francophonie, J-100 à vos calendriers pour le top départ. On poursuit avec la une de l'intelligent d'Abidjan. Non, je pense que c'est plutôt celle de l'expression, oui, qui s'interroge à quand l'ouverture du CHU d'Angré. On reste sur la thématique de la santé avec la ministre Raymonde Koudou qui tape du poing sur la table au sujet de la mortalité infantile. On poursuit avec la une, cette fois-ci, de l'intelligent d'Abidjan qui propose une série de témoignages. Où était-il? Que faisait-il? Que sont-ils devenus depuis ce fatidique 11 avril 2011, une information que je développerai tout le long de la revue de presse. Allez, on change de une cette fois-ci. On va s'intéresser à celle de l'Inter qui donc revient sur la CPI et nous dit que les enquêtes s'intensifient contre les pro-Ouattara. Encore 80 témoins attendus à la CPI, ce qu'il dit du cas Simone Gbagbo. On change encore de une, cette fois-ci, on va voir celle de Nord-Sud qui donc nous dit que les élèves continuent de dicter leurs lois après San Pedro, Gagnoa et Boaké. Les cours ont été perturbés hier à Yamoussoukro. La une qui suit, ça va être celle de Soir Info, qui nous dit que des graves menaces de mort pèsent sur des gendarmes, ce que préparent les émeutiers. Et en haut de page, on apprend que les gardes de prison civiles, ça ne va pas. Et on va finir avec notre voix, comme tous les jours, qui va apparaître à l'écran et qui titre « Il y a 6 ans, la France renversait Gbagbo pour rien ». Une information que je développerai lors de la revue de presse nationale qui sera exclusivement, quasiment consacrée à ce sujet. Je vous retrouve donc juste après le JT de 6h30. À tout à l'heure. Merci Fatim, merci également à vous de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 avril 2017. Le temps sur Abidjan est doux, 27 degrés. On souhaite que le réveil se passe bien pour vous. Et vous savez que chaque réveil, moi, depuis qu'elle m'a offert ce vélo d'appartement, je m'adonne au sport à fond. Merci encore Eva, mais pour vous, bon, il y a la gym. C'est parti. Salut à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour votre session de gym. Alors au programme aujourd'hui, du cardio axé sur les cuisses. Donc nous allons partir directement pour des step touch. Ok, on reste en mouvement là. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. 1, 2,
3 et 4. On va faire 2. 1, 2, 3 et 4. Super. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3 et 4. Plus bas. 1, 2. On met la main rouge. 3, 4. Encore. 1, 2, 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 3, 4. Dernier. 1, 2, 3 et 4. On revient sur place. On va faire des squats. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La main reste aux hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez là, on souffle. On reste toujours en step touch. Ok. Déjà, on doit sentir les cuisses. Ça commence à brûler déjà. Ok. On repart encore une deuxième fois pour les squats. 3, 2, 1, go. On écarte bien les pieds. 11h05. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On garde une tension de la cuisse. 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, petit temps de repos, toujours en step touch. Ok, à chaque fois que vous voulez vous reposer, vous restez en mouvement. Ok, step touch, ça nous permet de relâcher un peu la pression au niveau des cuisses. Ok, on repart cette fois-ci pour des squats, mais cette fois-ci, des squats bas. Ok, on va ouvrir les jambes. Là, 10h10 environ, on descend, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez, on revient encore. Step touch. Allez, on respire, on repart encore. Ok, squat bas, on ouvre les pieds, 10h10. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on revient encore là. Step touch. Cette fois-ci, on va descendre. On va bloquer pendant 20 secondes. Ok? Courage, courage, courage. Je sais que ça brûle déjà au niveau des cuisses. Allez, il faut continuer. Allez. Encore. On va repartir. 3, 2, 1, go. Cette fois-ci, on descend, on ouvre les pieds et on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez bien assis. 7, 8, 9, 10. Courage. 1, 2. Vous pouvez tendre les bras, mettre les mains au niveau de la nuque ou bien mettre les mains aux hanches. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, on revient là. Step touch, toujours. OK? Allez, on va redescendre encore une dernière fois. On ouvre les jambes juste pour travailler l'intérieur des cuisses. Si vous voulez travailler plus sur l'extérieur, vous refermez vos jambes comme ça. OK? Allez, on descend. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Il faudrait que le dos soit bien droit. Il ne faudrait pas être comme ça. Il faudrait être plutôt là. OK? 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien cramponné dans le sol. OK? Allez, encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, step touch encore. Allez, dernier exercice que je vous propose. On va donner des coups de genoux en 4 temps. Là, 1, 2, 3, 4. Levez bien la jambe. 5, 6. On force sur les bras. 7 pour avoir plus de hauteur. 8, 9. Ok, super. Allez, là, on revient là, simplement sur la pointe des pieds. On respire, on souffle. Ok? Allez, soufflez, respirez. On inspire par le nez. On respire par la bouche comme ça. Ça vous permet de vite récupérer votre souffle lorsque vous êtes essoufflé. J'espère que vous avez aimé cette séance. Je serai très heureux de vous retrouver demain pour une autre session de gym. Allez, d'ici là, on garde la pêche. À vous sur le plateau. Ciao.
Merci beaucoup à notre coach Fabrice, un coach qui est connu au-delà des frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson en l'honneur de la naissance de James Parkinson. C'est en 1755. James Parkinson est un médecin qui a marqué l'histoire de la neurologie pour avoir décrit avec précision en 1817 une affection jusqu'alors méconnue dans un essai intitulé « Un essai on the shaking palsy ». Donc, cette maladie que Parkinson appelait paralysis agitans, paralysie agitante, sera plus tard renommée en son honneur la maladie de Parkinson par le neurologue français Jean-Martin Charcot. Alors, la maladie de Parkinson décrite par James Parkinson est une maladie neurologique, chronique, dégénérative, perte progressive des neurones affectant le système nerveux central responsable de troubles progressifs, mouvements ralentis, tremblements, rigidité, puis troubles cognitifs. C'est le second trouble neurodégénératif le plus fréquent. Vous savez certainement que des personnes célèbres atteintes de cette maladie nous ont hélas quittés. Je parle notamment du pape Jean-Paul II et du boxeur américain Mohamed Ali. Merci en tout cas d'être en notre compagnie. N'oubliez surtout pas que nous aurons dans quelques instants le grand plaisir de rencontrer notre monsieur qui a toutes les informations sur tout ce qui est information du web, connexion, technologie. Mais avant, je vous propose ce délicieux reportage sur des femmes entreprenantes. Regardez. Sandra est responsable d'une agence de communication. Tous les jours, c'est ici en compagnie de ses collaborateurs qu'elle élabore ses plans pour répondre aux préoccupations de ses clients. Aujourd'hui, la jeune dame marque une pause pour participer aux côtés d'autres femmes à cette conférence. Conférence au cours de laquelle elle devra communiquer encore, mais communiquer cette fois sa vision de femme entreprenante. Je suis rentrée de mes études de l'étranger. J'ai eu du mal à m'insérer dans le tissu professionnel ivoirien. On était un peu après la crise et tout ça. Le chômage était grandissant. Il y avait près de 7 millions de chômeurs à cette époque-là. J'ai compris que le gouvernement n'avait pas fourni du travail à tout le monde. Donc moi, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat comme alternative. Entreprendre, une alternative au chômage, mais aussi une solution pour l'autonomisation de la femme. Les femmes constituent la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Et autant qu'elles n'ont pas l'autonomisation et l'indépendance économique pour pouvoir participer à l'économie formelle, ça ne peut pas permettre au pays d'accroître le but d'un dividende démographique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'égalité entre les sexes. Donc il est important pour la femme d'assurer son autonomie sur tous les plans, à commencer par l'autonomie financière, d'où la nécessité d'entreprendre pour la femme. Voilà qui montre toute l'importance de la participation des femmes au développement économique de la Côte d'Ivoire. Une implication qui malheureusement se heurte bien souvent à certains obstacles. Pas qu'elle d'hommes. Je pense qu'il y a des stéréotypes, il y a des barrières qui font que les femmes veulent rester au second plan. Il y a un manque de confiance en elles-mêmes, il y a toutes ces petites choses-là. Il s'agit en fait de les booster. Les idées sont là, mais comment les aider, comment les tirer pour qu'elles puissent franchir le pas? En général, la femme elle est au foyer et c'est toute une tradition qui maintient la femme dans un état qui l'empêche plus ou moins d'entreprendre parce qu'elle est occupée à la tâche quotidienne du foyer. Prise encore dans le piège des préjugés. Les femmes qui font environ la moitié de la population ivoirienne devront pourtant les dépasser pour s'assumer et faire profiter à la Côte d'Ivoire des dividendes démographiques. Nous le faisons aujourd'hui pour dire à toutes ces femmes-là de se lever et de faire ce qu'elles peuvent faire justement pour changer cette société, pour changer ce blocage de l'emploi en fait aujourd'hui dans nos sociétés. On n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas s'asseoir parce que justement il n'y a rien à faire et assister. Donc on est obligé de faire avec. Aujourd'hui je suis là pour vraiment inspirer mes sœurs. C'est un peu le sens de notre présence ici, leur faire comprendre que si ça a été possible pour nous, c'est possible aussi pour elles. Elles ont la possibilité de franchir le pas. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi, dans mon cas, c'est une entreprise qui fonctionne sur fonds propres. Ça veut dire que c'est l'argent que je récolte de mes consultants ci et là que j'éjecte encore dans l'entreprise. Donc forcément, c'est pas évident. Mais j'ai pour habitude de dire aux gens de regarder à l'objectif qu'on vise et non aux pannes et aux difficultés qu'on rencontre en ce moment. Le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire montre bien que ce pays regorge de potentialités au féminin. Et si on les encourageait à entreprendre, ce compendium serait plus étoffé.
Ouais, chapeau à cette femme, magnifique. Voilà. Vous fait penser à vous, hein. Vous êtes battante aussi. Oui. Avec vos on fait ce qu'on entreprises, peut. vos femmes d'affaires, Oprah Winfrey à la Beomi. Vous savez, c'est mon idole. Hein. Je l'admire énormément, cette dame. Donc, j'aimerais bien... J'aime bien vous avoir à côté de moi que loin de moi. Plaisir partagé. Vous m'avez manqué ces 2 secondes. Alors, il a installé Louis. Vous le savez, tous les mardis, on parle techno avec Lassina Ouattara. Aujourd'hui, on parlera de comment choisir son smartphone. C'est vrai qu'à travers toutes les offres qu'on rencontre, on est quelquefois un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La qualité de l'appareil photo, par exemple, ou le nombre d'applications qu'on peut télécharger. Bref, il nous dira tout dans quelques secondes, juste après le jingle. Lassina Ouattara, bonjour. Bonjour. Alors, première Marco, question, bonjour, est-ce que Eva. mon smartphone, qui m'a été offert par Eva le 14 février dernier, est-ce que c'est un smartphone reconnu par la communauté des personnes connectées? Alors, bien sûr, dans l'écosystème, on va dire aujourd'hui, donc la marque que vous avez, bien sûr, est tout à fait reconnue et est une marque qui est une marque montante et qui prend de plus en plus sa place devant donc, les plus grands qu'on connaît. Alors, moi, le mien, c'est le basique. Hein, ça fait partie des plus grands qu'on connaît. Alors oui, c'est la marque à la pomme aujourd'hui qui est, on va dire, le NEC plus ultra. Pourtant, vous le Évidemment. plus de belles photos. Donc, enfin, allez, dites-nous tout. Très bien. Alors, comment choisir son smartphone? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Très bien. Alors, moi, je vous pose une question. Quels sont les critères qui ont milité donc, au choix de vos différents smartphones? Ben moi, le critère, Eva me connaît, c'est elle qui me l'a offert. C'est que j'aime bien les belles photos. On travaille dans l'image. Donc, belles photos, connexion vraiment fluide, réception parfaite. Et puis voilà, c'est tout. Ça me suffit. Et vous? Le prix? Alors, Bon, le prix après. bon, alors, le mien déjà, parce que j'aime les gros téléphones. D'accord. Avoir une belle prise en main. Ah bon? Oui. J'avais celui qui avait juste avant. Oui. Donc quand celui-là est sorti, voilà, parce qu'il y avait plus de fonctionnalités, on dira. Très bien. Alors effectivement, quand on demande justement aux utilisateurs donc, de smartphones, quels sont les critères en général, vous avez donc le système d'exploitation, c'est-à-dire que est-ce qu'on est Android, est-ce qu'on est Windows 10, est-ce que donc on est iOS donc pour tout ce qui est iPhone, etc. Android pour toutes les marques aujourd'hui qu'on connaît, donc qui sont plus grands, c'est 80% du parc, et puis Windows pour tout ce qui est Windows 10 bien sûr. Il y a cela, et puis si vous voulez le prix. Il y a l'autonomie de la batterie et puis évidemment donc les photos, l'usage multimédia, on va dire de façon plus générale. Donc c'est cela en fait les critères. Alors aujourd'hui en fait pour le choix de son smartphone, on est sur des questions de prix parce que évidemment donc quelquefois tout dépend bien sûr on va dire de ce qu'on a donc comme sous à investir, bien sûr, dans un smartphone, parce que sachez qu'un smartphone, c'est aujourd'hui, donc ça fait partie de notre quotidien. Donc, nous suit tout le temps. Quand on se réveille, le premier réflexe, donc c'est le smartphone jusqu'à ce qu'on aille se coucher. On regarde l'heure, quelquefois, sur son smartphone avant de se coucher. Pourtant, quelquefois, on a le réveil. Donc, si vous voulez, c'est des choix réellement donc, qui se font, qui font que réellement donc, le prix est quelque chose d'assez important. Aujourd'hui, les smartphones, on va dire les smartphones haut de gamme. iPhone 7, on va dire Samsung, par exemple, aujourd'hui les marques chinoises qui sont en train de monter comme ZTE ou alors Huawei, par exemple, on est autour pratiquement, on va dire de 600, 700 donc, euros ou dollars. On est autour, par exemple, 400, 500, 600 000, qui sont réellement donc, des critères qui font que ceux qui ont les possibilités, donc, sauf, on va dire, les smartphones les plus perfectionnés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent beaucoup pour des usages multimédia, photos, surfer, envoyer donc, des SMS. Et puis, de plus en plus, comme on dit, on utilise WhatsApp, Viber ou Line et tout cela donc, dessus. Donc, ça, c'est vraiment des choses, des critères qui sont importants, le prix. Et il y a des gens qui sont réellement toujours dans le haut de gamme. D'accord. Au milieu de ça, donc, on a le milieu de gamme. Le milieu de gamme, c'est les téléphones, comme j'ai dit, avec aujourd'hui, donc, montants qui sont autour de, on va dire, 3-4 gigas de RAM. Donc, qui sont très performants aussi, mais qui n'ont pas forcément, donc, qui ne sont pas le luxe que peut s'offrir, par exemple, celui qui a soit le dernier Samsung ou alors le dernier iPhone ou alors le dernier Huawei. Voilà, 256 gigas. 256 gigas d'espace, c'est pratiquement un mini ordinateur en fait que vous avez. Oui, également le mien, 300 gigas. 300 gigas, oui. Voilà. Donc, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. C'est la réalité. Marcelin bat, donc, Eva, justement, donc, de 50 gigas. Donc, alors, comme j'ai indiqué, il y a le prix.
Au niveau des photos, vous pouvez témoigner, la majeure partie des photos oui, proviennent j'admets que du prends toujours mes photos avec le téléphone de Marco. Vous connaissez combien de mégapixels déjà, vous qui savez connaissez Je pense qu'on était autour... alors, sur la qualité donc, de la photo, je n'ai pas réellement donc, les critères de ce téléphone, mais aujourd'hui, on est dans l'ordre des résolutions qui frisent pratiquement donc, les 4K et des résolutions HD. Des smartphones avec des résolutions en HD ou alors 4K. C'est le cas donc de iPhone, c'est le cas quelquefois donc de Huawei ou alors le cas par exemple de Samsung qui sont donc les derniers. Voilà. Et un autre critère éventuellement donc qui fait que quand on sélectionne, quand on veut acheter son téléphone, c'est évidemment le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est quoi? Alors aujourd'hui, donc, on a le système d'exploitation qui tourne sur Samsung, Huawei, ZTE, etc., donc qui est Android, développé en fait, si vous voulez, par Google. Et puis vous avez iOS, donc pour tout ce qui est iPhone, iPad, etc. Et puis vous avez en fait les Windows Phone. Aujourd'hui, 80% des packs, en fait, c'est, si vous voulez, des Android. Et les Android, en fait, aujourd'hui, sont plus accessibles et c'est plus facile donc à manipuler. Les iOS sont plutôt propriétaires. Et puis Windows, bien sûr, donc tout le monde connaît tout ce qui est Windows qui appartient donc à Microsoft. Et aujourd'hui, ce qui est conseillé justement donc dans le choix de son smartphone, c'est de dire quel est l'environnement de travail dans lequel je suis, quel est le système, quel est l'écosystème dans lequel j'évolue. Alors l'écosystème dans lequel j'évolue quelquefois, ça peut être par exemple que, téléphone d'Eva. Voilà, ça peut être par exemple que j'ai peut-être un ordinateur donc, qui est Mac, donc qui appartient à Apple. Également, donc, je fais le choix donc, de iPhone parce que donc, ça synchronise plus facilement et vous avez les fonctionnalités donc, qui vont plus facilement ensemble. C'est pareil quand vous avez par exemple tout ce qui est Android, vous êtes dans un environnement qui est Google en général, donc vous utilisez. Et quand vous êtes dans un environnement donc Windows, il est plus judicieux pour vous aujourd'hui donc d'utiliser par exemple un téléphone avec les systèmes d'exploitation en fait Windows 10. Finalement, c'est un luxe, le smartphone, c'est un luxe ou c'est une nécessité? Alors, le smartphone, c'est plutôt, on va dire, c'est les exigences. Un luxe nécessaire? Non, pas forcément luxe. Aujourd'hui, en fait, en termes de smartphone, comme je dis, c'est-à-dire que le prix, ça fait partie des critères, mais également, on a des smartphones low cost aujourd'hui qui offrent des possibilités qu'offre, par exemple, soit un Samsung ou un iPhone, donc dernier cri. C'est simplement que vous avez aujourd'hui, donc la technologie se démocratise et plus ça se démocratise, plus on peut avoir accès, plus des concessionnaires sont capables en fait, de développer. On a vu même en Afrique où il y a quelques années, on a essayé de concevoir et de développer en fait on va dire des smartphones low cost qui sont à pratiquement moins de $100, $50 même aujourd'hui on trouve des smartphones mais qui sont de bonne qualité avec par exemple 2 Go de RAM qui tournent en résolution, on va dire 1280 par 1920. Qui sont vraiment, donc, on va dire, de très bonne qualité. Et puis également, donc, en termes d'autonomie, on va dire de batterie, ça aussi, c'est un critère donc, assez important. Qui également, on a des Mac qui sont des Mac, par exemple, low cost, comme Infinix, etc. Et quelques petites Mac qui sont aujourd'hui donc, en train de monter. Donc, on va dire, pour revenir, on va dire, par exemple, les critères de prix, les critères d'autonomie, mais également donc, les smartphones qui font de plus en plus donc, de belles photos qui sont utilisées donc, pour le multimédia. Donc, l'ensemble aujourd'hui des smartphones qu'on a donc, permettent de faire des photos de qualité, des vidéos de qualité qui sont même quelquefois, qui vont jusqu'à la 4K, comme on l'a dit, surtout chez Samsung et évidemment donc chez iPhone. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a tout résumé, tout synthétisé. Je rappelle qu'il s'agissait bien sûr du choix de son smartphone déterminant aujourd'hui. Attention, je rappelle que le téléphone est interdit aux moins de 16 ans en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. La carte SIM. La carte SIM, pardon. La carte SIM, l'usage au moins de 16 ans. Donc il faut ne pas oublier tout ça. J'espère que vous vous réveillez très bien. En tout cas, nous, c'est le cas avec Eva et donc le rédacteur en chef accessoirement question notre plateau dans sa qualité donc d'homme amoureux donc de tout ce qui est technologie. Nous allons aller maintenant dans la technologie, entre guillemets, de l'information, l'agenda, la météo et puis le journal dans quelques secondes seulement. Vous êtes à Matin Bonheur. Je rappelle, mesdames et messieurs, que concernant le journal, tous les Ivoiriens donc, ont pu voir hier, aux alentours de 20 h, le magnifique nouveau décor du journal de 20 h présenté par M. David Gouidan Mobio. C'est la RTI qui est en marche et nous sommes très très fiers de décrire cette nouvelle page. On a un joli décor le matin, un joli décor donc à 20 h et puis la RTI qui se transforme pour votre plaisir. Allez, à tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. L'enfant a quoi et puis tu l'as appelé qu'une serviette mouillée comme ça?
Il chauffe. C'est pour juste baisser la fièvre. Hé, voisin, ton enfant est malade et tu es assis là au lieu de l'envoyer à l'hôpital. J'ai pas d'argent. Les médicaments et les consultations sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans. Hein? C'est vrai ça? Votre enfant fait un paludisme. Rendez-vous à la pharmacie de l'hôpital, vous aurez les médicaments gratuitement. Vous lui donnez un comprimé par jour sur 3 jours. Au bout de 2 jours, si la fièvre ne baisse pas, vous revenez me voir. Le paludisme est très grave chez l'enfant de moins de 5 ans. Alors, s'il est maltraité, il peut provoquer des convulsions, communément appelées maladie d'oiseau, et l'anémie, c'est-à-dire manquer de sang. Il peut même en mourir. Le test de confirmation et les traitements du paludisme simple sont gratuits pour tous. Sous la présidence de M. Amadou Koné, ministre des Transports, et sous le parrainage de M. Georges-Philippe Ezalé, directeur général de la Sodexam. La Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, en collaboration avec l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale et le cadre mondial des services climatiques, CMSC, organise l'atelier de validation et de lancement du plan d'action pour la mise en œuvre du cadre national des services climatiques, CNSC en Côte d'Ivoire. Le jeudi 13 avril 2017 à l'espace Serra et 8 mois au plateau à 9h. Infoline. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Le début sera marqué par un ciel très nuageux sur les régions du littoral et celle du sud forestier avec des possibilités de faibles pluies, notamment à l'ouest et dans le sud-ouest. La bande centrale et le nord seront partiellement nuageuses. Les températures de la matinée, la maximale affichera 25 degrés pour une minimale de 23 degrés et 25 degrés de maximale à Abidjan, à Diaké, à Bondoukou ainsi qu'à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dambokro, 24 degrés à Gagnoa ainsi qu'à Korogo, 23 degrés de minimale à Man, à Odiéné ainsi qu'à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, on aura un début très ensoleillé sur l'ensemble du pays. De denses nuages se formeront sur le sud forestier et sur les régions du littoral avec quelques averses localisées. Le centre, l'est et le nord resteront partiellement nuageuses et ensoleillées. Les températures de l'après-midi, la maximale affichera 36 degrés pour une minimale de 30 degrés, 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 36 degrés de maximale dans le Gontougo à Bondoukou, 35 degrés à Boaké ainsi qu'à Daloa, 36 degrés à Dambokro dans l'Onzi, 33 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 31 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, la minimale de 30 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. À l'invitation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un sommet extraordinaire de l'UEMOA s'est tenu à Abidjan hier, lundi au Sofitel Hôtel Ivoire. Tous les chefs d'État de l'UEMOA ont pris part à ce sommet qui a refermé ses portes dans la soirée. Jérôme Kofi Abolin.
Fini la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue ce lundi 10 avril 2017. Rencontre au cours de laquelle la question sécuritaire a occupé une place de choix. Sur ce sujet, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a demandé que l'on mette l'accent au sein de l'Union sur la mutualisation des moyens pour prévenir la menace terroriste. Nous avons échangé sur les progrès importants réalisés dans notre espace commun, qui a affecté en 2016 un taux de croissance de 6,8%, soit 4 fois le taux moyen au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui n'était que de 1,6%. Nous avons cependant noté les défis sécuritaires et économiques de notre Union. Et les chefs d'État, en conséquence, ont décidé de renforcer la coopération en vue de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État ivoirien, se soumettant par la suite aux questions des journalistes, a rassuré sur la situation du franc CFA pour faire taire certaines rumeurs. Pour le président Alassane Ouattara, le franc CFA dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA se porte bien. À l'issue de nos entretiens au niveau des chefs d'État, nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation, alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que toutes les informations sur la solidité et la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Cette zone est bien gérée, les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%. Les déficits budgétaires également. Et bien sûr, la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle est de bonnes mains. Le communiqué final qui a sanctionné la fin des travaux a été lu par le président sortant de la commission de l'UEMOA, Cheikh Agibou Soumaré. Il a révélé le nom de son successeur en la personne de Abdallah Bourehima, le candidat du Niger. Le communiqué a fait également état de l'hommage rendu à la Côte d'Ivoire pour la réussite du référendum en vue de l'avènement de la Troisième République ivoirienne et les élections législatives. Il a aussi attiré l'attention des dirigeants de l'UEMOA sur les finances business pour faire allusion en Côte d'Ivoire à l'agro-business afin que la vigilance soit de mise face aux velléités d'arnaque. Le sommet extraordinaire de l'UEMOA s'est donc terminé, mais la Côte d'Ivoire demeure capitale de l'humanitaire cette semaine. Hier lundi s'est ouverte la 3e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en présence de la première dame Dominique Ouattara et du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le compte-rendu de nos reporters dans nos prochains journaux. Elle a 20 ans et demi. Elle est ivoirienne et née en Angleterre. Jennifer Yaye est pilote de ligne formée à l'école d'aviation de Port-Alfred en Afrique du Sud. Si jeune, mais avec tant de responsabilités, car la jeune fille recrutée par Air Côte d'Ivoire pourra exercer à son retour de formation test dans 1 mois et demi seulement. Comment ce rêve est-il devenu réalité? Notre reporter Franck Quadio l'a rencontré. Dominer le ciel aux commandes d'un avion. Ils sont plusieurs à avoir caressé ce rêve. Jennifer, elle, a réussi à le réaliser, bien calée dans sa cabine de pilotage à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À seulement 20 ans, cette jeune Ivoirienne est pilote, un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 en Afrique du Sud. Sa formation terminée, elle est à Abidjan pour de nouveaux défis. Nous la retrouvons dans le cocon familial.
Être pilote de ligne a été un rêve depuis toute petite, un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions, les voyages avec les parents, les vacances, regarder des documentaires à la télé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait avec ses frères et sœurs, elle voulait toujours être à la fenêtre dans l'avion. La peur du vertige qu'on n'est pas, dira Jennifer, qui depuis l'enfance rêvait de grands espaces aériens. Un rêve qui prend forme après le bac en terre sud-africaine, précisément dans une école d'aviation située dans la ville de Port Alfred. On vous donne un temps optimum de 20 mois pour finir la formation, mais c'est une formation qui dépend de la météo, qui dépend de toi-même, ton progrès, qui dépend des moyens financiers. Donc la formation peut durer même plus de 2 ans. Je ne voulais pas. C'est une réaction normale de maman. C'est trop risqué, mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus. Ça ne passait pas de dire on s'en va pour une formation, un coaching. Pendant 2 ans, je la trouvais trop jeune. Mais la mère finira par céder. Le bac à 16 ans à Abidjan, plus 2 années préparatoires universitaires. Sa fille part en 2015 en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans. Dans cette école, la jeune fille a bénéficié d'une formation particulière, une sorte de coaching où l'étudiant est soumis à des exercices à plusieurs niveaux de difficulté. Mais Jennifer est obstinée. Elle accumulera donc heures de vol et autres séances pratiques, des centaines d'heures de vol, des moments difficilement vécus par sa mère. Quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais seule pendant la nuit, je serai seule dans l'avion pendant 1 heure de temps, enfin, vous imaginez tout. Mais dans sa formation, il y a eu quand même 50 heures de nuit seule. Piloter un avion, un métier à risque, mais la jeune fille dit garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu pour qu'il te protège. C'est comme ça que j'ai réfléchi. La foi en Dieu, mais aussi en ses objectifs. Aujourd'hui, apte à exercer comme pilote de ligne, Jennifer, avec 300 heures de vol, vise encore plus haut. Atteindre le cap des 1500 heures de vol, conditionnant le déblocage de sa licence professionnelle de pilote de ligne. Un autre rêve en voie de réalisation. Jennifer vient d'être recrutée par la compagnie aérienne nationale. Fierté et mérite reconnu car récemment reçue par le ministre des Transports lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Jennifer Yaye, jeune pilote comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila ou encore le Français Henri Rocheteau, breveté à 15 ans, des exemples de réussite comme quoi il suffit de peu pour prendre son envol. C'est un reportage signé Franck Quadio. La campagne officielle du premier tour pour les 11 candidats à la présidentielle s'est ouverte hier lundi en France sur fond d'indécision inédite des électeurs à 13 jours du scrutin. Débat, temps de parole, la règle dans les médias audiovisuels est désormais celle de l'égalité stricte entre tous les candidats. Les spots de campagne des candidats vont également être diffusés par les médias audiovisuels publics pendant la période de la campagne qui a débuté dans la nuit de dimanche à lundi et prendra fin le 21 avril à minuit, avant le premier tour, dimanche 23 avril. Herman Guivet. Des affiches de campagne placardées sur l'ensemble du territoire français. La campagne officielle du premier tour pour la course à l'élection présidentielle française a bel et bien commencé. À compter de ce jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'égalité de la diffusion des commentaires, des déclarations et des écrits des candidats. Le temps de parole et d'antenne dans des conditions de programmation comparables, notamment les tranches horaires, doivent être strictement identiques pour tous. Les équipes des candidats pourront faire apposer des affiches électorales sur les panneaux mis en place par les mairies. L'opération est assurée par la seule entreprise accréditée pour le faire, l'entreprise France Affichage Plus. Une opération totalement prise en charge par l'État. Chaque candidat a droit à 2 affiches, la première en grand format, l'autre plus petite. Les affiches imprimées sur papier blanc sont interdites, tout comme celles qui reprennent une combinaison des 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, sauf quand il s'agit du logo du parti. Les candidats n'ont pas le droit d'actualiser leur site de campagne la veille et le jour du scrutin
Ils sont même appelés à bloquer les discussions et les commentaires. Une précision du Conseil constitutionnel. La campagne officielle du premier tour de la présidentielle française court du 10 avril à minuit jusqu'au 21 avril à la même heure. Côté marketing politique, chaque candidat présente son meilleur profil et sa signature la plus expressive, chacun ses mots, pour provoquer le déclic chez les électeurs. Il y a 17 ans, jour pour jour, 14 personnes, des étudiants pour la plupart, étaient tuées lors d'une manifestation près de Banjul. Ils protestaient contre la mort d'un jeune lycéen tué par des pompiers de Brikama et le viol présumé d'une fillette par les forces de sécurité sans qu'aucun responsable ne soit jugé. Les 10 et 11 avril 2000 restent des dates douloureuses pour les familles des victimes, mais lundi 10 avril, elles ont pu enfin commémorer cette date publiquement. En Afrique du Sud, le président Zuma a provoqué une véritable tempête quand il a remanié son gouvernement il y a 2 semaines et limogé son ministre des Finances. Depuis, partis politiques, société civile, milieu des affaires et même certains membres de l'ANC, le parti au pouvoir demande sa démission. L'opposition, elle, continue de se mobiliser pour demander également son départ. Un important incendie s'est déclaré hier soir dans le camp de migrants de la Linière à Grande-Synthe en France. Les flammes ont réduit le camp en cendres et fait au moins une dizaine de blessés. Fin mars, près de 1500 migrants y étaient abrités. Le président français s'est impliqué dans le conflit social qui paralyse la Guyane depuis près de 3 semaines. François Hollande a fait parvenir hier un courrier aux parlementaires guyanais appelant notamment à lever les barrages routiers. Il propose de recevoir les députés et les sénateurs du département à Paris. Et puis pour terminer, un informaticien russe arrêté et écroué en Espagne à la demande des États-Unis qui demande son extradition. Il est soupçonné d'avoir participé au piratage de la campagne électorale américaine, soupçonné donc d'avoir mis en point un virus qui aurait permis à Donald Trump de remporter la présidentielle en novembre dernier. Bonne journée sur RTI. Merci à vous. Merci, M. Diaby. Bonne journée et vous. Bonne journée également. On vous l'a dit, dans quelques instants, on aura donc notre chronique éducation. Il sera question de savoir comment est-ce que les élèves doivent s'occuper après les cours et s'occuper de façon saine, bien évidemment. Et puis en fin d'émission, Maître Koné Kiyobien sera installé. Il sera question, Marco, de catégories socio-professionnelles. Oui, au fait, à la demande générale, il sera question plutôt de... On va rester dans l'héritage avec Maître Mawa qui reviendra. Maître Koneko Kiyobien donc est souffrant et nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter donc un prompt rétablissement, Eva. Très bien, on prendra beaucoup de plaisir à retrouver Maître Mawa. Oui, on l'a dit, elle était là la semaine dernière. Elle est la présidente de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours un grand honneur de la recevoir sur ce plateau. Installée depuis ce matin, elle nous a déjà proposé la titrologie. Elle est de retour pour sa revue de presse consacrée aux événements qui se sont déroulés un 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Et oui, tout à fait, Eva. Le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire était sous le feu des projecteurs du monde entier. Et l'Expression propose donc le film des derniers instants de Laurent Gbagbo au pouvoir, qui jusqu'au dernier moment a cru qu'il pouvait renverser la partie. Jeudi 7 avril, Alassane Ouattara décrète le blocus de la résidence du président Gbagbo. Le lendemain, vendredi 8 avril, sa réplique est foudroyante. 7 obus et 3 roquettes s'abattent sur la résidence de l'ambassadeur de France. Le lendemain aussi, samedi 9 avril, Laurent Gbagbo va plus loin. Il ordonne l'attaque du Golf Hotel, le QG de son adversaire. Et la suite, vous la connaissez, jusqu'aux dernières images, ces célèbres images, c'est-à-dire l'arrestation du chef de l'État et sa capture. On y voit un Laurent Gbagbo hébété qui ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan qui propose le témoignage d'Ivoiriens 6 ans après. Philippe Aïpo, étudiant, nous dit « Le 11 avril 2011, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais au quartier Sable où j'habitais dans la commune de Yopougon. Mais suite à des affrontements, j'ai décidé d'aller au quartier Koweït chez ma grande sœur. Il y avait des pleurs et des cris, j'ai coulé des larmes et je me suis dit que c'est la fin. »
Touré Sungala, fonctionnaire, lui nous dit que le 11 avril 2011, comme tous les autres jours de la crise, j'étais cloîtré à la maison avec ma petite famille. C'est sur la chaîne France 24 que j'ai aperçu les images de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. On reste sur le même sujet, mais de manière plus ou moins indirecte cette fois-ci, dans Nord-Sud, qui a recueilli les propos d'une équipe de la Cour pénale internationale actuellement à Abidjan et au sujet des dossiers ivoiriens ouverts devant la juridiction internationale. On apprend que les enquêtes qui concernent l'autre camp, entendez les proches du chef de l'État, s'intensifient. Allez en croire, le moment venu, Madame la procureure les rendra publics. Et on va clore cette page nationale avec une sordide affaire que relate Fraternité Matin. C'est celle de la jeune Fanta Touré, âgée de 17 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé fin mars à Grand Bassam. Alors selon un témoin oculaire, un dénommé Abdoulaye serait la dernière personne à l'avoir vue vivante ce soir-là. Alors qu'elle rentrait chez elle, il a abordé, lui proposant de les rejoindre. Il était avec un groupe d'amis. Il lui a confisqué son portable pour justement l'inciter à rester à ses côtés. Et la suite, il nous la donne. Il est passé aux aveux. Il l'a juste conduite à un marabout pour permettre sa guérison. Excusez-moi, je perds le fil. Allez, maintenant, on passe à la page internationale. Je vous propose 2 articles qui reviennent sur la situation des chrétiens d'Orient qui sont enracinés au Moyen-Orient depuis les débuts du christianisme, constituant des communautés minoritaires confrontées à des conflits meurtriers dans la région. Et en Égypte, les Coptes orthodoxes cibles dimanche dernier de 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des 92 millions d'Égyptiens et sont présents sur tout le territoire. Justement, ces Coptes d'Égypte, c'est le Monde Afrique qui en parle aussi et leur donne la parole. Ils sont très énervés depuis les attentats de ce dimanche. Dans un pays tenu fermement par une armée omniprésente et une police invasive, ce défaut de sécurité exaspère les chrétiens. L'un d'entre eux nous dit « Comment se fait-il qu'on puisse entrer dans nos églises sans véritable contrôle ? Pourquoi rien n'est fait pour empêcher ces crimes ?» Et on va finir avec l'insolite et l'histoire du jour. C'est celle de Philippe Assens, un candidat aux législatives pour la France insoumise dans les Pyrénées-Orientales. Cet ingénieur agronome a décidé de financer sa campagne de façon originale en vendant des graines de haricots. Et oui, il fait appel à un financement participatif et donc il vend des sachets de graines d'haricots à partir de 2 €. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Eva et Marco, pour financer votre candidature aux élections en 2020. Allez, d'ici là. Alors moi, je vendrai non pas des graines de haricots, mais des graines de tchongon. Je ne sais pas si vous connaissez Fatim. Non, du tout. Voilà. Moi, je vendrai de l'akassa, comme ça, au moins, je sais que... Voilà, mais bon, on n'ira pas jusqu'aux élections 2020, juste pour nos vacances, pour faire un geste. Hein. On vous a moi, je cherche à être élu simplement chef de famille. C'est tout ça me suffit. Ça me suffit largement. Il y a moins de problèmes là-dedans. Merci, chef Fatim. de village de Tsémélécro. Pardon. Laissez-moi tout près ici. Pitié. Merci, Fatim. Et quant à elle, elle sera donc à Taïragué. Peut-être qu'elle doit avoir un trône, un siège là-bas. Merci, bonne journée. Et puis on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Je rappelle que, mesdames et messieurs, ce vendredi 14 avril 2017 aura lieu donc à l'Ivoire Golf Club le concert du mythique et sympathique groupe togolais Toufan, qui aime beaucoup, elle aime bien danser au son de leur musique. Vous savez comment on danse le cool catché? C'est le coupé décalé version togolaise. Hein. Oui, mais non, je ne suis pas une bonne danseuse. En tout cas, je fais un coucou à Master Just et Barabas. Okay, la danse elle-même paraît simple, mais il s'agit d'un mélange de mouvements, du cou accompagné par une présentation des pieds donc opposé à la logique imposée par les mouvements du cou. Ce concept donc fait l'objet d'un zoom de grandes chaînes internationales comme France 24. Rappelons que ce concert est organisé en partenariat avec la RTI. Quand on parle de concert, ça fait distraction. Quand on parle de distraction, ça entre en ligne de compte de ce qui se passe quand on a fini les cours. Justement, ça tombe bien, c'est le thème qu'on va aborder avec mademoiselle Lorne Mélanie, elle est psychologue. Le thème, c'est après les cours, qu'est-ce qu'on fait? Jingle. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous remplacez donc votre collègue, monsieur Justin Kofi, qui nous a entretenus pendant pratiquement un mois. Vous êtes présente et on l'a dit, avec vous on parlera donc de distraction après les cours. On vous écoute. Merci Eva. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la définition de l'après-cours,
s'impose pour que nous sachions de quoi il est question. On peut définir l'après-cours comme le temps dont dispose l'écolier ou l'élève après la fin de ce cours, au cours de la journée, soit de 17h à 7h le lendemain, ce qui équivaudrait à 14 heures de temps, ou à la fin de la semaine, qui équivaudrait à 17 heures le vendredi soir au lundi matin, ce qui veut dire qu'il a 48 heures plus les 14 heures de temps. Alors, il est important de savoir que l'après-cours en début d'année doit être un moyen de permettre aux parents et à l'élève de faire une planification de ce temps. D'accord. La question alors qu'on pourrait se poser est la suivante. Que devrait faire l'élève ou l'écolier après les 14 heures de temps libre? Donc ça veut dire que, ça veut dire que c'est très déterminant, autant pour les parents. Dans ça, il y a l'importance par rapport aux parents, par rapport à l'environnement, par rapport aux amis, tout ça. Il faut noter ça également. Effectivement. Alors, pour que l'élève ait une bonne gestion de ce temps d'après-cours, il aura effectivement une panoplie d'activités. Alors, la gestion idéale après les cours voudrait que l'élève respecte ces éléments que je vais citer maintenant. Alors, le temps de détente, le temps de l'hygiène, le temps du repas, le temps du sommeil, le temps de réveil et ensuite la préparation pour l'école. Alors, la première étape, c'est le moment de détente. C'est le premier moment à la maison dès le retour de l'école. Le moment de détente peut être meublé par différentes activités. Alors, l'élève peut choisir d'écouter de la musique, d'être couché sans dormir, de regarder la télé, d'avoir une conversation avec ses parents, la lecture, voilà, effectivement. Après ce temps, nous passons à la deuxième étape qui est le temps d'hygiène, donc le temps de la propreté, de l'hygiène corporelle. Ça peut être aussi un temps d'hygiène vestimentaire où il va utiliser ce temps pour laver quelques sous-vêtements. Après cette étape, nous vient le temps du repas, donc le dîner. Le repas doit être équilibré et varié. Il peut se prendre tout seul ou en famille. Donc après le temps du repas, nous avons en quatrième position les études. Les études peuvent se faire seul ou avec un tiers, avec un répétiteur ou avec le groupe d'amis, qui est à la maison. On a toujours un parent qui est à la maison, qui vient du village, bien, voilà, qui est là, qui est toujours prêt à donner des coups, tout ça. On a tout ça dans nos familles. Hein? Effectivement. Hein? Effectivement, parce qu'en tant qu'apprenant, c'est un moment crucial. C'est un moment crucial pour lui. Toujours tonton sur le côté. Effectivement. C'est pourquoi l'étude doit être faite dans un endroit bien éclairé et dans un endroit calme. Vous voyez? Le travail de maison permet donc à l'élève ou à l'écolier d'acquérir de nouvelles méthodes de travail personnel, de faire ses devoirs de classe, de préparer les contrôles et plusieurs choses. Aussi, il faudrait ajouter que le travail de maison permet de développer la mémoire de l'élève ou de l'écolier. Très bien. À la fin de ce temps, il devra systématiquement, en fonction de son emploi du temps, préparer ses effets pour le lendemain. Donc, il s'agira de mettre les cahiers en fonction des cours qu'il aura, de préparer sa tenue d'école, ses chaussures, les disposer dans un endroit précis qui soit à portée de main afin que le lendemain, il puisse les retrouver facilement. En cinquième étape, nous avons le temps du sommeil. C'est un véritable temps de repos pour l'organisme tout entier. L'élève doit dormir dans un endroit calme, reposant et confortable. Au primaire, il est recommandé que les écoliers se couchent à 20 h. Au secondaire, à 21 h et jusqu'à 23 h pour les classes d'examen comme la 3e et la terminale. Vous connaissez, attendez, je vous arrête là. Est-ce que vous préconisez ce qu'on appelle communément le décapi? Non.
Je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est essayer de bosser tout par cœur et ça entraîne toute la nuit, ça entraîne même certains à prendre même des stupéfiants, des cafés, du café, pardon, et ça peut aller parfois jusqu'à la drogue, hein, paraît-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? D'abord, il faut dire que le temps de sommeil est obligatoire. Il permet à l'organisme de se restaurer. Donc, il est important pour un élève qui, par exemple, se dit qu'il a besoin de plusieurs temps de sommeil, de plusieurs temps d'études, il doit, par exemple, dormir peut-être à 22 heures, se réveiller peut-être à 1 heure, bosser et se recoucher ensuite. Mais ne pas dormir toute une nuit, ce n'est pas bon pour l'organisme et surtout, ça peut créer ce qu'on appelle le surménage. Voilà. Donc, ce n'est pas bien séant pour un élève de faire le décapi. Vous avez donné les différentes étapes qu'il faut idéalement respecter, hein, mais tous les élèves n'ont pas forcément la chance de vivre dans des conditions aussi idylliques. Il y a des filles ou même des jeunes hommes, quand ils rentrent de l'école, ils vont, au lieu de respecter les temps de détente, d'études, etc., que vous avez cités, une fois rentrés des cours, ils doivent encore faire des tâches ménagères. Donc, bien souvent, ce sont eux-mêmes qui concoctent leur repas, voire le repas de toute la famille. Il y a la lessive à faire, il y a le ménage à faire, il y a beaucoup de choses à faire qui perturbent le repos de l'enfant, de l'élève, et qui, bien évidemment, ont une répercussion négative sur les études. C'est pourquoi il est conseillé que dès la rentrée des classes, parents et enfants s'asseyent pour définir le planning. L'enfant ne peut pas toujours en semaine préparer. Il est clair que cela va empiéter sur son temps d'études et c'est évident qu'il y aura des conséquences négatives sur son rendement scolaire. Voilà. Alors, donc dans le meilleur des cas, quand on vit avec ses parents, bien évidemment, mais quand on est chez des tuteurs ou on n'est pas dans de très bonnes conditions, d'ailleurs, on a une pensée pour tous ces élèves-là qui, contre vents et marées, contre des conditions parfois très difficiles, font le maximum pour suivre leur cursus scolaire et arriver jusqu'au bout de leurs études. Franchement, force à vous et que Dieu vous soutienne jusqu'à la fin. C'est là qu'on va s'arrêter? On peut faire un petit point pour terminer? Voilà. Oui. Un dernier point, ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Pour tous pourrait... ces parents qui nous regardent et qui aimeraient vraiment appliquer ça. Il faut sensibiliser d'ailleurs. Voilà. Il faut laisser les enfants se reposer. Nous dirons que la bonne gestion de l'après-école a un retentissement positif sur le rendement scolaire. Il est donc dans l'intérêt de l'élève, de l'écolier et de ses parents d'établir un planning qui tient compte des réalités de leur quotidien en gardant toujours à l'esprit l'objectif final qui est d'œuvrer pour l'amélioration des performances de l'élève. Vous étiez quel genre de... Eva, vous étiez quel genre de... Après les cours, dites la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Oui, j'étais une élève pas très studieuse, je l'admets, parce que pendant qu'on bossait... L'après-cours, je sais que vous n'étiez pas studieux, mais l'après-cours... Je dormais plutôt. Alors, j'étais à la maison tous, parce que mes parents étaient relativement sévères, on n'avait pas le droit de sortir après les cours. Donc, on était à la maison avec mes frères et sœurs, on regardait la télévision, on mangeait et puis on faisait des bêtises. Parce que moi, je veux savoir, les loisirs, en Afrique, par exemple, les loisirs, il y a quelque chose de déterminant également. L'enfant est par exemple à Béoumi, je dis ça comme ça, il va à l'école à Béoumi et toute l'année il est à Béoumi. C'est-à-dire le concept de vacances, on n'a pas ça, on pense simplement que c'est un concept de riche, alors que parfois il faut oxygéner, faire en sorte que l'enfant ait l'esprit de se déconnecter de son environnement immédiat, aller peut-être dans une ville voisine à Bouaké ou bien quand on est à Abidjan, aller à Bassam, mais changer d'air quoi. Vous vous imaginez, avec le soleil, à 14 h ils vont à l'école, pendant les vacances ils sont dans la même zone. Et à la rentrée également, certainement que ça doit avoir des incidences sur les résultats scolaires. Parfois, on ne fait pas attention, mais des problèmes peuvent venir de là également. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Madame Lorne Méliane. Voilà, Lorne Méliane, psychologue. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouvera sûrement mardi prochain. Et pour rebondir sur ce que Marco disait, les adultes également. Il y a beaucoup d'adultes qui ne mettent pas en application le concept des vacances, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on a, le stress, etc. Ça favorise pas mal de choses en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup de choses. Il faut laisser le corps se régénérer et puis passer à autre chose. On a 1 mois normalement de vacances par an. En Europe ou ailleurs, ce sont des choses que les gens prennent à cœur parce qu'ils connaissent l'importance de cette chose-là. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'aller à l'extérieur, on peut aller tout simplement au village, juste à côté, se régénérer. Si on habite à Bouaké, Marco l'a dit, on va à Korogo, aller à Timéléko, à Mbato, franchement, à Doumamba.
il faut qu'on prenne un peu plus à cœur cette culture de vacances. Hein. C'est pas pour les riches, c'est pas un concept de riche. Tout le monde peut aller en vacances. Le mot vacances, ça signifie tout simplement restauration, se restaurer, se recréer, couper du quotidien. Il faut voilà, faire en sorte. Et même au niveau familial, même l'enfant peut aller chez un tonton à la tournée comme ça. Et ça fait du bien. Ça tombe bien parce que les congés de Pâques, c'est aujourd'hui, non? Je crois que c'est aujourd'hui. Hein. Ah oui? Ça commence, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain en tout cas. Donc il faut profiter de ce moment-là pour faire en sorte que les enfants puissent changer d'air. Parce que quand on demande des résultats comme ça, il faut les mettre dans les conditions. Elle est installée, notre maître. Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous? Ça va bien, merci. Bonjour, ça va bien. Notre couple va bien. Nous, on ne va pas vous voir pour un litige, mais on va vous voir pour des constructions, pour des projets. Alors, le thème aujourd'hui, on va rester dans l'ambiance de l'ordre de l'héritage. Vous me direz comment faire pour hériter voilà. le Marco. Mais je suis encore là pour longtemps, hein. Je suis vaincu. Alors, on va parler de ce thème dans quelques instants seulement. Ordre donc et droit des héritiers. On va revenir sur ce thème qui vous a touché, eu égard bien sûr à toutes vos notes et tous vos messages sur la page Facebook. Justement, la page Facebook qui est à votre disposition pour toutes les questions. Maintenant, on va aller au jingle et après, en même temps, enchaîner avec le reportage. Ensuite, on aura des questions avec le maître sur le plateau. Merci d'être avec nous. Difficile qui arrive dans la vie de tout un chacun et après cela, pour des ayants droit, il va falloir faire face à un épisode plus douloureux, l'héritage. En fait, l'héritage, c'est l'ensemble des biens qu'une personne transmet après sa mort par voie de succession à sa famille ou à toute autre personne pouvant légalement y prétendre. Suite à un décès, lorsque le défunt possède des biens, que faut-il faire ? Quelles sont les premières démarches à suivre? Lorsque tu perds un parent, d'abord, moi je pense que la procédure d'abord c'est déjà voir les funérailles. Dans le média, il faut savoir demander si le parent doit à des gens d'abord. Bon, dans l'immédiat, c'est de faire la déclaration de décès, un truc comme ça. Bon. Et puis après, réunir la famille pour pouvoir dialoguer. Vous commencez à faire les dossiers, les papiers, pour qu'on puisse l'enterrer d'abord. Après l'enterrement, c'est là qu'on voit ce qu'il faut faire pour les enfants. Dans des sociétés comme en Afrique par exemple, l'héritage peut être sujet à la tradition ou même à la religion. Droit coutumier ou religieux qui s'impose très souvent au droit légal. Comment donc bénéficier légalement de l'héritage d'une personne décédée? Quels sont les ayants droit dans la succession du défunt? Moi, je ne connais pas si l'héritage. Je pense que si, par exemple, la personne travaillait, il faut essayer de rentrer en contact avec l'employeur pour voir ce à quoi, ce qui revient aux ayants droit. Et puis c'est en fonction de cela qu'il y a des, je pense, qu'il y a des documents administratifs à fournir par rapport à votre filiation avec la personne. Donc l'héritage, je pense bien qu'il faut s'adresser aux grands-parents. Disons, quand je parle des grands-parents, des personnes âgées de la famille, rassembler tout le monde et puis arriver au moins à appeler les enfants du défunt et puis commencer à partir, quand elle passe au partage. C'est faire des dossiers ou bien? C'est de faire des démarches, des dossiers auprès des beaux-parents. Oui, des beaux-parents, voilà, ce qui était pour votre frère, mais ça appartient aux enfants. En l'absence de testament ou de toute autre mesure, après un décès, c'est la loi telle qu'elle est fixée par le Code civil qui détermine la dévolution de la succession et par conséquent l'ordre des héritiers. Mais les choses ne sont pas toujours aussi faciles. Elles butent souvent sur des considérations sociologiques, sur des préjugés. Voilà, ça commençait déjà avec Eva, très à cheval sur ce thème, mais on saura pourquoi un jour. Tous ces préjugés-là seront balayés du revers de la main, puisqu'aujourd'hui, comme la semaine dernière d'ailleurs, on a les informations vraies. Et avec notre invité, la semaine dernière, on parlait donc de droit et ordre et droit des héritiers. Donc, pour synthétiser, donc d'abord, en premier sur la liste,
les enfants ou leurs représentants. S'il n'y en a pas, on passe au père et mère. Et frères et sœurs. Et frères et sœurs, D'accord. puis le conjoint survivant. Ouais, s'il n'y a pas de frères et sœurs, ça sera le conjoint survivant et les pères et mères. Donc c'est exclusif en fait. D'accord. Il y a une téléspectatrice qui m'a interpellée après l'émission de la semaine dernière d'ailleurs. Et elle se posait la question de savoir quand l'épouse et l'époux défunt ont signé sous le régime de la communauté de biens. D'accord. Comment ça se passe à ce moment-là? Ce régime-là prévaut sur ces droits et ordres? Bon, il faut savoir que la situation matrimoniale d'une personne influe nécessairement sur le règlement de la succession. Voilà. Et le cas que vous venez de dire, c'est la situation dans laquelle le défunt était marié sur un régime de communauté. Et ça me permet de faire le point sur les différents régimes. Le régime de la communauté, c'est la communauté réduite aux acquets. C'est un régime qui permet même à la personne, je vais dire, défavorisée, qui n'a pas vraiment un travail décent, de profiter des acquis du mariage. Donc tout ce que l'un des époux acquiert pendant le mariage, il faut bien préciser, pendant le mariage, rentre dans la cagnotte commune. Et donc cette cagnotte commune-là, elle appartient moitié à l'un des conjoints et moitié à l'autre conjoint. De telle sorte que lorsque on décède, tout comme lorsque le mariage est dissous par le divorce, on doit faire le point, c'est-à-dire faire les charges et les forces de la communauté et le bonus des communautés, c'est-à-dire lorsqu'on a payé les dettes, les créances et toutes sortes de charges, et le reste va être divisé en deux. Et la moitié reviendra au conjoint survivant. Donc cette dame-là, si elle était mariée sur un régime communautaire, il faut savoir qu'après le décès, sa quote-part de communauté doit lui être reversée. Mais ce n'est pas sa part de succession. C'est ce qu'elle a mis dans la cagnotte commune ou ce dont elle a bénéficié dans la cagnotte commune au moment où son mari vivait. Donc c'est sa quote-part de communauté, ce n'est pas sa part d'héritage. D'accord. Alors j'aimerais qu'on revienne pour les téléspectateurs, pour nous tous, parce qu'il y a des choses qu'on ignore, hein. Bien sûr, on ne sait pas tout, sur l'ordre de succession, d'héritage, je vais dire ça comme ça. Ouais. Il y a d'abord les enfants ou les représentants. Oui, les enfants ou leurs enfants qu'on appelle les représentants, les descendants. Ensuite, s'il n'y a pas d'enfants, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque dans une famille, le défunt n'a pas laissé de tout d'enfants ou de représentants des enfants, en ce moment, c'est les frères et sœurs qui viennent à égalité avec les pères et mères. Moitié pour les pères et mères qui, eux, divisent entre eux, et moitié pour les frères et sœurs, eux aussi divisent à égalité entre eux. Maintenant, s'il n'y a pas de frères et sœurs, le conjoint survivant vient maintenant dans l'héritage avec les pères et mères. Certains téléspectateurs trouvent que la position du conjoint survivant à ce niveau-là, c'est pratiquement injuste, entre guillemets. C'est injuste, mais c'est ça la loi. Mais le cas que vous avez pris tout à l'heure, par exemple, prenons un exemple. La dame qui vous a dit qu'elle était mariée sur un régime de communauté, quelle sera sa situation? Si elle était mariée sur un régime de communauté, déjà, lorsqu'on va faire la part des choses, on va liquider la communauté. Donc, elle aura déjà la moitié des biens dont elle aurait dû bénéficier au moment même où son époux vivait. Donc, elle a droit à la moitié. Maintenant, dans le règlement des successions, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de frères et sœurs, elle viendra en concurrence avec les pères et mères. Donc, nécessairement, elle aura quelque chose. Mais c'est vrai, je dois l'avouer que c'est une situation un peu gênante parce que le conjoint survivant vient vraiment en arrière-plan. Et je ne connais pas de famille ici dans laquelle vous ne trouverez presque pas d'enfants, ou de frères et sœurs, ou de pères et mères. Autant dire que le conjoint survivant est dans une position délicate. Pour revenir à la communauté donc, de biens, moi j'imaginais que, vu que c'est, comme le nom le dit, une communauté de biens, le partenaire n'est plus là, on récupère tout. Ah ben non, vous ne pouvez pas récupérer tout. Vous ne pouvez pas récupérer tout, mais il a des enfants. S'il a des enfants, ce n'est pas parce que l'autre conjoint n'est pas là que ses enfants... Mais eux, ils vont hériter, justement. Oui, mais si vous prenez tout, qu'est-ce qu'ils prennent? Vous dites, vous pensez non, que... Vous avez parlé de cagnotte commune, communauté de biens réduits aux acquis, donc ce qu'on a fait pendant le mariage. Oui, mais c'est ça qui compose l'héritage. Quand on dit l'héritage, c'est l'ensemble du patrimoine qui appartenait au défunt de son vivant. Et ce patrimoine-là, il a été, je veux dire, bâti avec le conjoint survivant. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas la totalité aux enfants. On fait la part des choses. On se dit que le conjoint survivant a travaillé du vivant de son défunt époux
accumuler tout ça. Et donc, quand il y en a un qui décède, on fait la part des choses, on divise en deux. La moitié revient au conjoint survivant. Maintenant, l'autre moitié revient aux héritiers. Et il sera divisé, il sera légué, il leur sera, comment on appelle ça, attribué dans l'ordre que nous venons de dire. C'est-à-dire, d'abord les enfants ou leurs représentants. S'il n'y a pas d'enfants, les frères et sœurs, les pères et mères, pour moitié chacun. Et s'il n'y a pas maintenant d'enfants ou de pères et mères, de frères et sœurs, le conjoint survivant viendra, en plus de sa quote-part de communauté, en concurrence avec les pères et mères. Maître, je sais que vous aimez les cas concrets. Ouais. Alors, il y a une Ivoirienne qui est d'ethnie baoulé, comme Eva, qui a épousé un Suisse qui est décédé depuis des années maintenant. Ils sont mariés. C'est très viral. Actuellement, c'est sur le net, c'est partout. Alors, elle n'est pas là pour hériter de lui. Comment ça se passe dans ce genre de cas? Quand on ne trouve pas la personne, il y a un avis de recherche même. Un avis de recherche pour qu'elle vienne, hériter des biens que son Suisse de mari a laissé, mais elle est introuvable. Dans ce genre de situation, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et lui, il n'avait pas d'enfant? Justement, il n'avait apparemment... Pendant que vous parlez, je cherche l'avis. Écoutez, on va toujours réfléchir, on va toujours rester collé à la loi. Hein. Voilà, s'il n'avait pas d'enfant, du tout, s'il n'avait pas de frères et sœurs, mais il n'a pas de père et mère aussi. Si ils sont arrivés jusqu'à un avis de recherche, c'est qu'on n'a pas tout ça. Ah ben, si on n'a rien trouvé, ben, la succession reviendra à l'État. C'est ce qu'on appelle les successions vacantes. Voilà, c'est comme les terrains vacants. Voilà, c'est une succession vacante qui va revenir à l'État. Il faut que je retrouve son nom. Et si c'est vraiment rare. Hein? Et si 50 ans plus tard, c'est à l'État et il y a un héritier qui se signale, qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, je retrouvais donc recherche d'héritier de Monsieur X, on dira, né le 16 août, nanani, nanana, originaire de voilà. Alors la notaire cherche notamment l'épouse, on dira X, né le 29 décembre 1990, originaire de Côte d'Ivoire, sans domicile connu. La notaire sous-signée invite l'héritière à faire sa déclaration d'héritier auprès de l'étude donc citée en présentant si nécessaire les documents de légitimation dans l'année qui suit la dernière publication du présent appel aux héritiers conformément à l'article 555 du Code civil suisse. Donc j'imagine que si dans l'année qui suit cette année 2017 où l'appel est lancé, elle ne peut plus prétendre à quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a un délai pour toute chose. Hein. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription. Je ne sais pas si je peux dire son nom parce que ça me fait trop mal. Non, ce n'est pas la peine. Il faut qu'elle c'est des délais de... En fait, comme elle est baoulée, Solidarité baoulée, Eva veut tout faire. Oui, je comprends. Quitte à se déguiser, mais vous se fait passer pour la personne. Non, mais elle a raison. C'est un peu... C'est quand même... ça serait dommage, quoi. Voilà, qu'elle ne soit pas là pour hériter de ce monsieur. Je pense que s'ils ont fait l'annonce, effectivement... Elle est peut-être de Béoumi, on ne sait jamais. Ce qu'ils ont cherché, c'est dire que dans l'ordre de l'héritage, c'est certainement... Madame, si vous nous regardez, si vous regardez la RTI, allez-y, enfin, pas récupérer votre... Qu'elle prenne des tâches, moi ce que je veux dire, c'est que rapidement qu'elle prenne la tâche vraiment du notaire. Ça peut sauver des gens en Côte d'Ivoire et en Suisse aussi. Si elle ne sait pas le notaire qui s'en occupe, qu'elle aille directement à la chambre des notaires et qu'elle se signale pour que le notaire puisse vraiment la rencontrer et faire les formalités qu'il faut pour qu'elle puisse hériter. Et ce genre d'enquête-là, comment ça se passe dans votre jargon? Comment on arrive à établir ça? Normalement, bon, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Sinon, ici, vous n'avez pas besoin de faire communiquer. Hein. Les gens viennent taper à votre bureau tout de suite. Déjà, même quand vous décédez, même tout le monde est au courant. Voilà, les amis jusqu'à l'ordinateur portable, même déjà. Tout, voilà, tout le monde est au courant. Mais je veux dire que normalement, il y a dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle les généalogistes. Voilà, et ils font la recherche d'héritiers. Voilà, et lorsque quelqu'un décède, si le notaire a des appréhensions pour pouvoir vraiment réunir l'ensemble des héritiers, il s'adresse aux généalogistes. Et eux, ils font des recherches fouillées. Ils vont retrouver tous les enfants, tous les héritiers, en tout cas tous ceux qui sont susceptibles d'hériter de cette personne-là. Ils vont la retrouver. Et quand ils retrouvent effectivement, c'est que c'est du vrai parce qu'ils prennent le temps et puis c'est des spécialistes. Ils portent la responsabilité. Et ici, comment vous faites-vous? Est-ce que ce sont des cas qui se présentent fréquemment? J'avoue que moi... Jamais oui, en 20 ans de notariat, je n'ai pas eu vraiment à rechercher des héritiers. Voilà. C'est assez rare ici parce que, comme vous le dites, déjà la famille, on parle de familles nombreuses. Tout le monde est là, tout le monde pendant que vous travaillez, vous vous occupez de votre famille nucléaire et de toute la famille et du village même. Donc, nécessairement, lorsque vous décédez, tout le monde sait que vous êtes décédé et le fait est que les gens s'accrochent même.
La semaine dernière, on l'avait dit. Ceux même qui n'ont pas droit à l'héritage, ils sont les premiers à venir mettre les héritiers légitimes dehors pour prendre la place. Donc c'est sûr que lorsque la situation est ouverte, on vient à vous et nécessairement... Je comprends maintenant la discussion que j'ai eue avec un doyen qui me disait, Govoy, tu vois que si la femme vient en 6e position, enfin le conjoint vient en 6e position, c'est normal que dans certaines ethnies, lorsque c'est le mari qui part, la femme est complètement dépouillée. Donc peut-être qu'on s'appuie sur ça. Parce que si même le droit met le conjoint en 5e, 6e position, vous voulez que... Non, ça ne justifie pas ce comportement-là. Voilà, ça ne justifie pas ce comportement. Au moins, est-ce que vous savez que quand un conjoint décède, l'autre conjoint, notamment la femme, elle a droit quand même à rester dans le domicile conjugal, ne serait-ce que pendant un certain temps. Ça, c'est une sensibilisation que vous devez faire. Mais ce qui se passe, c'est que dès lors que le conjoint décède, surtout quand c'est l'homme, mais les parents viennent mettre la femme dehors, quelquefois avec ses enfants. Moi, j'ai vu un cas, vraiment, depuis le temps, ça me trottine chaque fois dans la tête. J'étais encore en stage. Mais une dame qui avait été mise dehors avec son enfant qui venait de naître, qui avait ne serait-ce qu'un mois. On l'a mis dehors. Même le matelas sur lequel elle dormait, on lui a enlevé ça. Vous comprenez? Est-ce que ça, c'est humain? Ce n'est même pas humain déjà. C'est pas humain, voilà. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Pas le matériel. Donc, même si la femme, si le conjoint survivant vient très loin dans l'ordre successif, ça ne justifie pas que lorsqu'il y en a un qui décède, qu'on court rapidement au domicile et qu'on commence à s'accaparer les biens, qu'on ne s'occupe plus des enfants, parce qu'il faut penser à l'avenir des enfants. Les enfants, notamment les enfants mineurs, ils doivent continuer leur vie, ils doivent aller à l'école. Et c'est avec ce que les parents ont laissé qu'on doit les scolariser. Absolument. Il faut éviter de poser ces gens d'actes. C'est culturel aussi, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a certaines régions qui le font. Il y en a, par exemple, on va dire au nord, par exemple, où là, la veuve même est protégée, elle reste dans sa famille, dans la famille de son mari. Pendant longtemps, voilà, après, etc. Et puis même, peut-être que nous, on abuse un peu. Et puis après, à un moment donné, on dit, on regarde dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas un frère qui veut la marier? Bon, pour pas que la famille se disloque, que tout reste en place. Voilà. Donc ça aussi, c'est une forme de protection. Je pense qu'il y a une sensibilisation que votre association doit faire à ce niveau-là. Parce que franchement, ça provoque beaucoup de drames au sein des familles. Ça met beaucoup d'enfants dans la rue. La première des sensibilisations, c'est de dire à la population que lorsqu'ils perdent un être cher et qu'ils savent qu'ils doivent hériter ou leurs enfants doivent hériter, qu'ils aillent rapidement voir le notaire. Parce que ce qui se passe là, ça se passe quand les gens restent entre eux et puis bon, ils se disent, dans tous les cas, qu'est-ce que je peux? Je ne sais pas ce que je dois faire. On va si je revendique, on va me tuer. Voilà, ça aussi, c'est une culture. Voilà, mystique. Voilà, qu'ils aillent voir les notaires. Parce que dès lors que le notaire a en charge le règlement de la succession, il s'en fout de tous ces tabous-là. Il est obligé d'appliquer la loi. Et en appliquant la loi, ça va certainement heurter des personnes qui se croyaient successives, mais qui ne l'ont pas. Et pour revenir également sur le testament, vous en parliez la semaine dernière, qui met à l'abri de pas mal de situations désastreuses. C'est vrai qu'il faut y penser. Il faut que nous commençons vraiment à penser à faire des testaments, parce que le testament protège quand même. Les gens ont peur des dispositions testamentaires. Lorsque quelqu'un a fait un testament, on se dit, ah ben, ce sont ses dernières volontés, on est obligé de l'appliquer. Et ça met vos ayants droit à l'abri. Vous pouvez vous-même faire le testament. Ça, c'est un peu risqué parce que si vous n'êtes pas juriste, vous ne pouvez pas faire un testament en bonne et due forme. Vous risquez de créer des problèmes alors que vous vouliez précédemment les éviter. Mais vous pouvez aller voir le notaire pour faire un testament en bonne et due forme. C'est très important. On a l'impression qu'il faut être riche pour faire un testament. Mais non, ça n'a rien à voir. Si vous n'avez qu'une seule maison et que vous pensez qu'à votre décès, il y aura certainement des litiges dans votre famille venant de vos frères et sœurs, de vos pères et mères, écoutez, vous faites les dispositions de testament. Vous pouvez même jusqu'à dire comment vous voulez que votre succession soit gérée. À propos de testament, maître, il y a un message qui tombe tout de suite. Que faire d'un testament face à la pression mystique de la famille? Il faut faire appliquer le testament, tout simplement. La pression, vous savez, je crois que nous sommes tous un peu mécréants, dans une certaine mesure. Parce que quel que soit Alpha, nous allons mourir. Vous comprenez? Et quand on dit je vais aller au paradis, mais il faut bien mourir pour aller au paradis. Si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas au paradis. Si Dieu veut que vous mouriez dans une certaine situation, vous allez mourir. Ce n'est pas parce que
vous allez vous occuper du règlement de la succession de votre défunt père ou de votre défunt mère. Que, voilà, il faut prendre le... Si je peux m'exprimer, il faut prendre le risque, mais il faut y aller, il faut régler. C'est votre droit, il faut les défendre. Quand on règle, on n'est plus là. Et après, quand on n'est pas là, derrière soi, il y a des choses concrètes. Là, c'est vrai, là, vous êtes cartésienne, vous voulez que les choses... Mais il y a la réalité du terrain. Ils vont hériter. Il faut qu'ils vivent après pour profiter de, de l'héritage. Vous héritez et après, voilà, il y a des pressions mystiques, il y a un tonton qui va sortir, qui va venir, une tantine qui va venir vous mettre la pression dans votre couple, vous-même, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y en a qui se lavent les mains. Oui, bon, il y a une solution qu'on peut adopter. C'est-à-dire qu'il y a ce que la loi dit et puis il y a ce que l'on fait après. On peut régler la succession en tenant compte des dispositions légales. Maintenant, lorsqu'on arrive au partage, si c'est un patrimoine qui est fourni et qu'il y a assez pour tout le monde, les enfants, s'ils ont peur de la pression de la famille, voilà, ils peuvent s'asseoir et puis dire, bon, écoutez, nous sommes les héritiers légitimes. Tout ce patrimoine-là nous appartient. Mais pour ne pas quand même, puisqu'on est dans sa tête, on n'est pas tranquille, pour ne pas mourir, on va dire ça, on va se mettre ensemble, voilà, pour pouvoir profiter de ces biens qui nous ont été laissés par nos défunts parents. Et les fructifier surtout. Voilà, nous allons nous mettre ensemble et puis voir ce qu'on peut laisser aux parents. Ça aussi, c'est une convention. On peut faire la convention de partage. Ils peuvent renoncer à certains biens. Oui, on fait une convention de partage. La loi a dit que vous êtes des héritiers. On a bien constaté dans un acte de notoriété vos qualités héréditaires. Maintenant, lorsqu'on a fait l'état des biens et qu'on a déclaré les biens et tout, on a payé les droits et les charges, toutes les créances, le reste, là, on peut s'asseoir pour dire, bon, ça nous appartient. Mais nous, on va prendre ça, on va laisser à tonton, ça, on va laisser à tanti, ou bien ça, on va laisser à grand-père. Pour les calmer un peu. Oui. Ça, c'est dans la convention de partage. C'est votre convention, c'est la loi que vous avez mis en place pour vous. La convention tient lieu de loi entre les parties. Donc ça aussi, c'est possible. On observe également, maître, des cas de fraude, des papiers, des faux qui sont faits après le décès. On se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent en brandissant des papiers en disant « oui, mais la maison, elle m'avait déjà été vendue, donc vous n'y avez plus droit ». Le propriétaire, malheureusement défunt, ne peut pas expliquer clairement ce qui se passe. On le voit bien souvent dans des journaux où il y a des litiges pas possibles sur des terrains, sur des maisons, où certaines personnes, en complicité avec un frère ou une sœur, prétendent que le défunt avait déjà vendu le bien. À ce moment-là, comment on arrange cela? Mais vous savez que le faux corrompt tout. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les vrais faux. Mais en matière immobilière, vous avez pris un cas précis. En matière immobilière, il faut savoir qu'on est propriétaire que lorsqu'on a acquis un bien, je vais dire par devant notaire. Parce qu'on est dans un système de l'immatriculation. Si on vous dit que le défunt avait vendu de son vivant, il faut aller vérifier au livre foncier. Déjà, est-ce qu'il y a un acte notarié qui a été fait? Parce que toute transaction immobilière doit être faite par acte notarié, sous peine de nullité. Si la transaction a été faite par devant notaire, vous approchez le notaire pour voir effectivement à quel moment votre défunt père ou votre défunt mère avait comparu par devant lui pour pouvoir faire la transaction. Le notaire va vous donner toutes les informations. Parce que lorsque vous faites un acte chez le notaire est tenu de garder la minute pendant au moins 70 ans. Donc, si l'acte a été fait effectivement par devant le notaire, dès lors que vous donnez les références, le notaire va regarder dans son répertoire et il sortira la minute, il vous dira effectivement, votre papa à tel endroit, votre maman à telle date était passée chez moi pour faire la transaction. Mais si ça n'a pas été reçu par devant le notaire, si la mutation n'est pas faite au livre foncier, si le bien n'est pas immatriculé au nom de celui qui se prétend l'acquéreur, ça veut dire que c'est du faux. Et ça, vous pouvez l'attaquer. Voilà. En 20 ans de notariat, maître, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens pour les conscientiser au-delà du problème d'héritage ici, par rapport à tout ce qui est acte notarié qu'on peut faire? Profitez de l'occasion. Allez-y, madame. Ben, écoutez, merci de me donner cette occasion. Moi, ce que je dis, et je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on faisait la caravane des notaires, il faut savoir que tout acte que nous posons a des conséquences juridiques. Ce qui fait qu'avant de poser un acte, il faut avoir le réflexe d'aller consulter un juriste. En tant que notaire, je pense que le notaire est la personne la mieux placée pour tous ces actes, que ce soit des actes de règlement des successions, des actes portant sur les transactions immobilières, les donations, les testaments, sont les personnes les mieux outillées, en tout cas les notaires, pour vous conseiller. Donc ne posez pas des actes au hasard. Et en matière de succession, tel qu'on vient de voir tout à l'heure, il faut courir chez le notaire pour que le notaire puisse déjà prendre possession des biens et vous aider à régler, vous aider à entrer en possession de façon paisible
voilà, dans les biens que vos parents ont laissés. Et il y a aussi un élément sur lequel je vais insister. Vous savez, quand on prend prétexte de ce que si on va voir un juriste, que ce soit le notaire, que ce soit l'avocat ou n'importe quel autre, on va payer et qu'on veut ne pas payer d'argent et on se cache pour poser les actes, il faut savoir nécessairement que s'il y a des conséquences juridiques, vous payerez plus. Donc il faut avoir le réflexe qu'ont les bonnes personnes de consulter d'abord avant de poser des actes. Ça, c'est ce que je peux dire aux Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des notaires, on va dire, qui se laissent corrompre? Est-ce que ça arrive dans votre corporation? Corrompre? Oui. Bon, en termes de corruption, je ne peux pas le dire parce que quand on parle de corruption, ça veut dire qu'il y a un corrompu et un corrupteur. C'est ça? Un corrompu et un corrupteur. Bon, le notaire, déjà, dans la déontologie, il ne doit pas se mêler de ces activités sombres. Si vous demandez un service à quelqu'un, la personne doit vous rendre le service en bonne et due forme, soit parce que sa position lui demande de le faire, bon, soit parce que pour toute autre raison. Mais en tout cas, si vous êtes satisfait du travail, vous pouvez lui faire des présents. Ça nous arrive tous à la fin de l'année. Lorsque la fin de l'année arrive, il y a des collaborateurs avec lesquels on a travaillé, des personnes qui nous ont rendu des immenses services. Je ne parle pas de ça. Par contre, vous avez dit que toute transaction immobilière doit se faire devant un notaire. Est-ce que ça peut arriver qu'une personne voulant hériter frauduleusement aille voir un notaire en disant est-ce que vous ne pouvez pas inscrire dans votre cahier et puis je vous rétribuerai ou quelque chose dans le genre? Peut-être que ça arrive ou peut-être que c'est arrivé, mais je peux vous dire que un notaire sérieux ne rentrerait pas dans ces genres de transactions très douteuses. Parce qu'au bout du compte, le notaire sera impliqué. Parce que quand vous fraudez, nécessairement, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, toute personne qui a été lésée doit demander réparation. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes combien de notaires? Nous sommes 210. C'est suffisant? Pensez? Toute la Côte d'Ivoire. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Il y a des parties dans... Vous souhaitez combien? Ah non, pas que je souhaite, mais le plus important, c'est que tous les Ivoiriens peuvent bénéficier du service public de l'authenticité. Donc, même dans les endroits où il n'y a pas de notaire, normalement, si le notaire est requis, il doit pouvoir y aller parce que nous avons la compétence nationale. Mais ce serait mieux que dans des zones très reculées, qu'on puisse quand même installer des notaires. Mais en même temps, il faut développer ces zones-là. Voilà, parce que le notaire, il est dans le tissu économique. Il travaille lorsque l'activité économique est florissante. Mais si vous allez nommer un notaire dans un village où il n'y a rien à faire, le matin, le notaire s'élève, il se retrousse les poules. Non, là, il ne pourra pas travailler. Voilà. Alors, moi, c'est une dame pour qui j'ai énormément d'admiration. Hein, pourquoi pas de quoi susciter des vocations. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pourquoi pas. Métier, les étudiants en droit, oui, peut-être. Étudiants en droit, voilà. On a besoin de notaires en Côte d'Ivoire, donc j'espère que cela vous intéresse. Merci encore une fois, Maître. Merci pour votre disponibilité et vos explications. Toujours très limpides sur ce plateau. Je serai très heureuse d'être avec Marco, évidemment, demain pour un autre numéro de votre matinale. Cette émission a été réalisée par Christelle Akoussa. Prenez soin de vous et des autres et à demain. Ciao, ciao.